Alors pour débuter cette émission, je vous présente les décrypteurs du jour. Docteur Guillaume Bensoussan, chimiste, responsable Reconquête Israël. Bonsoir. Ça a annoncé ce matin la mort de 2 réservistes israéliens lors d'une opération menée la veille à Majd al-Zoun, dans le secteur occidental du sud du Liban. 4 autres soldats de réserve ont été grièvement blessés dans la même explosion. Ça indique que le bâtiment pourrait avoir été piégé depuis un certain temps et que l'explosion n'aurait pas été nécessairement installée récemment. L'armée poursuit toutefois son enquête. Selon un média libanais, les discussions entre Israël et le Liban à Rome achoppent sur le mécanisme du contrôle de désarmement du Hezbollah. Israël insiste pour superviser lui-même le processus, tandis que le Liban s'y opposerait et aurait proposé de confier cette mission aux États-Unis. Washington, pour l'instant, refuse d'assumer ce rôle. Les États-Unis qui auraient fait pression pour que Tsahal riposte de manière mesurée à l'attaque mortelle du Hezbollah hier. Docteur Guillaume Bensoussan, je disais en titre, il y a eu cette intervention américaine pour freiner des 4 fers la riposte israélienne. Est-ce que pour vous, c'est clairement une ingérence ? C'est une tutelle, une ingérence. On sait que Israël est le 51e État américain, pour beaucoup, généralement plus pour le pire que pour le meilleur, surtout ces derniers temps. Donc obligatoirement, Israël a gagné une zone tampon d'à peu près 600 km², mais elle a de facto perdu une forme d'indépendance par rapport aux décisions sécuritaires qui pourraient être prises pour faire en sorte justement de limiter l'impact des morts et des blessés que cause le Hezbollah. Il y a une trentaine de soldats israéliens qui sont morts depuis la reprise du conflit avec le Hezbollah le 2 mars. Il y a à peu près 1500 blessés. C'est un bilan qui est catastrophique. On avait parlé de l'impact de ces petits drones qui génèrent d'ailleurs une crainte immense vis-à-vis de l'arrivée de cette technologie, non plus uniquement au Liban, mais aussi en Judée-Samarie. Donc, quand on voit s'afficher ces 2 noms sur Instagram ou sur Twitter, on est saisi d'effroi, on a le cœur qui se brise, c'est atroce, on se dit à nouveau. Et que peut-on faire, nous, à part pleurer et afficher le nom de ces 2 soldats qui laissent derrière eux des familles, des enfants. Vous disiez à l'instant que l'utilité d'un soutien américain à Israël, c'est exactement le tête de la campagne de celui qui a gagné les primaires démocrates pour le Sénat du Michigan, Al-Sayed. Je ne sais pas qui veut répondre, mais lorsqu'il est immédiatement interrogé par nos confrères de CNN, il dit non. Les États-Unis ne doivent pas soutenir Israël. Et le dôme de fer, selon lui, n'a aucune différence avec un missile, une arme défensive et une arme offensive. C'est pareil pour, dit-il, un État génocidaire. C'est la doctrine qui est défendue par cette nouvelle frange, ce nouveau courant du Parti démocrate qu'on pourrait, grosso modo, associer à LFI, parce que c'est ce qui se produit. On a parlé il y a quelques semaines de l'accession à la primaire démocrate de ces 3 candidate à New York, et aujourd'hui c'est Al-Sayed dans le Michigan. C'est cet antisionisme, entre guillemets, qui a fait son chemin au sein du Parti démocrate. Il y a eu l'élection de Mamdani, et Al-Sayed s'inscrit dans la droite ligne de cet anti-israélisme qu'a porté Mamdani, et dont il continue d'être le fer de lance aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis ont plus de courage, visiblement, que la France, où ils dénoncent le financement de ce parti par les frères musulmans, ce que ne veut pas ou refuse de faire la France? C'est très simple, c'est le nombre. Les États-Unis aujourd'hui sont moins grands remplacés ethniquement que ça peut être le cas en France. Peut-être que l'EPAC joue également son rôle, que le CRIF en France joue peut-être moins. Peut-être qu'il y a des Américains qui s'inscrivent dans une logique dans laquelle Israël est l'allié depuis désormais de très nombreuses années, tandis qu'en France, Israël occupe moins ce rôle de premier plan d'allié privilégié. Des cyberattaques contre des réseaux d'eau américains qui portaient l'empreinte du régime iranien ont été signalées dans au moins 12 États des États-Unis, dont notamment le Michigan, justement, le Minnesota, le Dakota, et cela concerne des systèmes d'irrigation dans plusieurs États. Pour l'instant, effectivement, l'enquête a été ouverte par le FBI pour savoir qui se trouve derrière. Et visiblement, c'est l'empreinte de l'Iran. On parle également de cet accord qui pourrait être signé avec, donc, finalement, l'autorisation implicite par les États-Unis de la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Guillaume Bensoussan, la degré de flexibilité américain va rencontrer la fierté américaine à un moment où
vous dites comme Charles qu'on est à la limite. Il y avait un tweet de Trump il y a quelques années, quand il n'était pas président, qui déclarait que l'Iran perdait toutes les batailles mais gagnait toutes ses guerres. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on voit depuis la signature du Memorandum of Understanding du 17 juin. C'est-à-dire que l'Iran a été réduit en poussière au niveau de ses capacités militaires et pourtant, ils continuent de réussir à imposer leur diktat. Moi, je serais en léger désaccord avec ce que vient de dire Charles. Je ne crois pas, justement, au vu de ce que Trump avançait déjà, je pense qu'il en est tout à fait conscient et qu'il n'est pas le seul, que les Iraniens sont de très fins négociateurs et qu'ils ont toujours été à même de défendre farouchement, férocement leurs intérêts. C'est-à-dire que pourquoi se soumettre à un droit international alors qu'ils sont tout à fait, singularisés, isolés sur la scène internationale? Ils bloquent 20 à 25% du trafic du pétrole mondial, donc ils jouent avec les armes qui sont à leur disposition. On ne peut pas leur reprocher stratégiquement parlant. À Gaza, 8 pays musulmans accusent Israël de compromettre le plan de Donald Trump, le Qatar, la Jordanie, les Émirats arabes unis, tiens donc, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Égypte, qui a toujours un blocus avec la bande de Gaza, mais qui l'oublie, ont condamné de supposées violations israéliennes dans la bande de Gaza, accusant Israël donc de fragiliser le plan de Donald Trump destiné à mettre fin au combat. Les Américains freinent. Pour l'instant, ils freinent. Ils ont demandé à Israël de freiner. Vous vouliez réagir justement? Je voulais réagir sur le titre du bandeau, l'embuscade diplomatique. Parce que quand on nous a appris il y a quelques jours, et d'ailleurs il y a des comptes qui sont généralement très à droite et peu naïfs, comme celui d'Amit Segal, le journaliste israélien, qui nous ont annoncé presque en grande pompe que le Hamas avait enfin accepté de désarmer. Mais on s'est demandé où est l'entourloupe? Eh bien voilà, là où est l'os. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de signer, tout simplement pour ratifier un document qui n'a probablement aucune valeur à leurs yeux, pour gagner du temps, tout simplement. Parce qu'ils se disent, autant faire traîner au maximum ces négociations, discuter de la manière dont les étapes vont s'enchaîner. D'abord le déploiement de la force internationale, ensuite le retrait des troupes, et ensuite l'inventaire. Bah oui, mais bon, si les troupes israéliennes se retirent et qu'on accepte de faire l'inventaire des armes seulement après, c'est obligatoirement quelque chose qui ne peut pas fonctionner avec l'armée israélienne, avec Israël. Et donc, voilà ce qui va se produire. On va avoir une sorte de débat éternel. C'est un peu le chemin que ça prend là actuellement. C'est le plan du Hamas. On se posait la question, on a la réponse aujourd'hui. Ou alors, avec une erreur de stratégie du Hamas qui va tendre la corde exactement un petit peu comme les Iraniens, justement, et qui fera l'erreur de trop. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas fait l'erreur de trop. À chaque fois qu'ils essaient de grappiller un peu de terrain, ils se rendent compte que ce qu'ils essaient de grappiller, ils réussissent à l'obtenir. Et justement, moi, j'identifie dans ce mouvement diplomatique du Hamas, ce mouvement stratégique, une sorte de similarité, des similitudes avec le jeu que joue l'Iran. 7 Israéliens sur 10 craignent que l'intégrité des élections législatives prévues le 27 octobre ne soit menacée. J'ai envie de vous poser la question, justement, et de vous titiller, Dr Bensoussan. La plupart des sondés qui se disent être inquiets, ce sont des sondés de gauche, oui, qui pointent du doigt, encore une fois, en Israël, les votants de droite comme étant les potentiels fauteurs de troubles. Ça vous gêne? Alors, 90% des sondés de gauche se disent inquiets, 66% des sondés de droite se disent inquiets. Donc ça fait quand même 2 tiers. C'est pas négligeable à droite non plus. Il y a peut-être une déconnexion, en effet, entre ceux qui réellement induisent le balagan, un certain désordre. On se rappelle de la réforme judiciaire avant le 7 octobre. On se rappelle des manifestations incessantes à Kaplan depuis le 7 octobre. Mais je vous pose cette question à vous, spécialement, parce que vous êtes aussi oui, je suis aussi le représentant de Reconquête. Et c'est en France exactement le même problème. Mais je ne mettrai jamais dans le même sac les gens de gauche en Israël et les gens de gauche qui votent pour LFI, notamment en France. On ne parle pas exactement de la même chose. Certes, il y a une frange extrême que certains comptes Instagram mettent bien en avant, mais je ne crois pas qu'on parle de la même population. Il y a des gens qui se considèrent comme étant à gauche, c'est-à-dire essentiellement aujourd'hui sur l'échiquier politique israélien, qui sont anti-Bibi, parce que c'est ça la faille de fracture qui sépare la gauche et la droite aujourd'hui en Israël. Non, je dirais que
La cocotte minute politique israélienne, il y a un couvercle de plomb qui a été placé sur elle depuis le 7 octobre. On ne change pas un capitaine au milieu de la tempête. Et c'est l'une des raisons qui explique que, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, ce gouvernement n'a pas changé en 4 ans, c'est-à-dire la limite légale de mandat d'un gouvernement en Israël. Merci, docteur Bensoussan, d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation.